Citation de Hasdai ibn Shaprut. Si on est cruel avec soi-même, comment pouvons-nous espérer avoir de la compassion pour les autres? Et un petit rappel, on va voir si ça marche toujours ou si ça a évolué pour vous. Imaginons, pensez à quelqu'un que vous aimez bien, un adulte. Un adulte, une personne que vous appréciez, dont vous êtes proche. Et cette personne, vous en avez une. Ok. Fermons les yeux pour vous imaginer la scène. Cette personne a oublié un rendez-vous très important pour elle. Vous pouvez penser rendez-vous, je ne sais pas, chez le notaire, rendez-vous professionnel, entretien d'embauche. Et évidemment, elle s'en rend compte, elle est paniquée. Vous la rencontrez par hasard, elle est dans tous ses états, elle vous raconte ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous lui dites ? Qu'est-ce que vous lui dites ? Quels sont vos mots ? Quel est le ton de votre voix ? Ok. Même situation, c'est vous qui avez oublié le rendez-vous. Qu'est-ce que vous vous dites à vous-même ? Quels sont les mots et le son de votre voix, le ton ? Imaginons le dialogue intérieur. Ok. Ça vient vite généralement. Et vous remarquerez que ce que vous dites à la personne que vous aimez bien, on peut le répéter à haute voix, pas forcément ce que vous vous dites à vous-même. Donc, si on est cruel avec soi-même, comment peut-on espérer faire preuve de compassion pour autrui ? Et on dit souvent qu'on peut harceler nos proches pendant toute notre vie pour qu'ils nous donnent de la bienveillance, ou qu'on peut prendre les choses en main et se la donner à nous. Et c'est pour ça que traditionnellement, la méditation de bienveillance à l'origine, dans le contexte bouddhiste, on commence par soi-même. Et après, à une personne proche, une personne neutre, une personne difficile, tout le monde, etc. Et que quand il s'est agi d'importer cette pratique méditative dans la culture occidentale, les pionniers américains ont dit « Ah non, mais là, ça va pas être possible. Là, commencer par soi, non. Ah non, non, non. On va commencer par quelqu'un qu'on aime, et puis après, on passera à soi. Après cette amorce, les cultures sont différentes. » Et je suis partagé. Il y a des moments, c'est pour ça d'ailleurs que je continue, je crois que ça a été le cas aussi cette semaine, de temps en temps à commencer par soi, de temps en temps à commencer par une personne proche. Parce qu'en même temps, oui, il y a des différences culturelles, et peut-être qu'avec l'autodénigrement chevillé au corps qu'on a dans la culture occidentale, c'est plus facile de commencer par quelqu'un qu'on aime. Et puis en même temps, je ne sais pas si le but c'est que ce soit facile, et commencer par soi avant de s'orienter vers les autres, il y a une logique psychologique profonde derrière cette façon de procéder qui me plaît bien aussi. Exactement comme dans les avions avec le masque à oxygène. Il nous rappelle toujours, commencez par vous le mettre à vous-même plutôt que
cherchez désespérément à en mettre à votre enfant pendant que vous vous évanouissez de faute d'en avoir reçu, ben, c'est assez logique en fait, c'est assez universel de commencer par prendre soin de soi, un tant soit peu, avant de s'orienter vers les autres. Et le compromis que je propose souvent, c'est de penser à la figure imaginaire d'une personne bienveillante. Comme ça, vous commencez quand même par au moins apprécier la bienveillance que vous a donnée quelqu'un d'autre et celle que vous ressentez pour elle. Et laissez cette personne vous souhaiter quelque chose de bienveillant. Ça vient d'elle, ça vient pas de vous. Et après, vous pouvez vous le dire à vous-même, mais on est passé par cette espèce de fiction imaginaire de quelqu'un qui vous l'a souhaité. Quels sont les bénéfices de la méditation de bienveillance? C'est une méditation de concentration, donc ça peut apporter ce calme, cette stabilité, cette tranquillité. Quelle que soit la façon dont on procède, hein, l'attitude peut apporter le calme. Si vraiment vous prononcez les mots intérieurement, que vous laissez beaucoup d'espace entre deux phrases et que l'intention résonne. Et si vous faisiez une méditation de bienveillance en répétant rapidement la phrase, même si c'était un peu désincarné, je te souhaite d'être heureux, je te souhaite d'être heureux, évidemment, vous allez y perdre en sincérité, en émotion, à défaut de perdre en attitude, en tout cas en émotion, mais ça marchera aussi pour vous stabiliser finalement, parce que ça devient une espèce de mantra teinté de bienveillance, et ça peut marcher aussi, ça peut aussi apporter le calme. Concentration, bien-être, on alimente un écosystème, un biotope émotionnel plus sain, et par voie de conséquence aussi une meilleure relation aux autres. Ça peut marcher, j'en parlerai, j'en reparlerai. Comment est-ce qu'on fait? Donc, dans la méditation de bienveillance, le cœur de la méditation, c'est l'intention bienveillante. C'est pas l'émotion bienveillante et c'est pas la phrase non plus. Donc, on cultive une intention. Par moment, elle est accompagnée d'une émotion, par moment pas, et c'est pas grave s'il y a une intention sans émotion. Donc, on donne une direction à notre esprit, à notre cœur, on s'oriente vers la bienveillance, et les émotions peuvent suivre ou pas. Et pour se centrer sur cette intention, je vous propose un tout petit exercice. C'est peut-être abstrait ou peut-être que ça vous parlera tout de suite, mais commençant par prendre conscience de la partie de votre corps qui correspond le plus pour vous à cette intention bienveillante, là d'où elle pourrait émerger. C'est assez souvent la région du cœur qui est choisie, mais vous pouvez vous poser la question pour vous, quelle est la partie du corps qui correspond à une intention bienveillante? Et en évoquant une personne à laquelle vous n'aurez aucune difficulté à adresser de la bienveillance, à vouloir du bien.
quand vous avez une personne à l'esprit, la laissant être présente, imaginant qu'elle est en face de vous, ou simplement l'imaginant, lui donnant de la place. Et en laissant l'intention bienveillante s'exprimer silencieusement pour cette personne, avec cette personne à l'esprit, lui souhaitant du bien silencieusement. Et en ajoutant la formulation d'une intention bienveillante, qu'est-ce que vous avez envie de lui souhaiter, en le lui souhaitant? Prenons à nouveau conscience de l'intention silencieuse. Prononçons à nouveau la phrase intérieurement en l'adressant à cette personne. Et pendant quelques instants encore, l'intention silencieuse, sans les mots. Pour qui parmi vous est-ce que l'intention bienveillante silencieuse correspond à quelque chose, c'est-à-dire pas à rien? C'est pas le mode par défaut, comme on dit. Il y a quelque chose qui se passe. Que ce soit de l'ordre de la pensée, de l'émotion ou d'un mélange des deux. Ou d'un ressenti. Okay. Il y a de la perplexité sur un visage. Est-ce qu'il se passe quelque chose de spécifique quand tu penses à cette intention bienveillante silencieuse? Est-ce que ça correspond à quelque chose qui n'est pas juste du rien? C'est une question un peu... Voilà. Mais ça permet de clarifier le fait que c'est ça une intention bienveillante. Et en fait, elle peut exister avec les mots, en même temps qu'on les prononce, ou juste après qu'on les a prononcés. Elle peut exister sans les mots. Elle peut exister avec une émotion. Elle a sûrement qu'avec une personne que vous aimez bien, il y avait une coloration émotionnelle dans cette intention. Mais elle peut aussi exister sans émotion. Une attitude, mais sans cette petite chaleur émotionnelle que vous avez probablement sentie. Et ça va se manifester par exemple souvent vis-à-vis de la personne difficile. On va lui vouloir du bien, mais il se trouve que si on l'a choisi vraiment difficile, émotionnellement, ce sera plat. Mais l'intention sera quand même là.
Elle existera. Ça ne veut pas dire que pour vous, elle sera satisfaisante, que vous la sentirez comme vous avez senti celle-ci, mais votre esprit sera occupé par le souhait, plus ou moins sincère, que cette personne, qu'il lui arrive quelque chose de bien. Et on va le faire, juste pour apprécier la différence. Alors, on est dans le cadre d'une retraite, cosy, on se fait du bien. Ne prenez pas votre ennemi juré ou cette personne qui vous a fait beaucoup de mal. Prenez quelqu'un d'agaçant. Collègue de travail, connaissance. Si c'est un membre de la famille, pas quelqu'un de trop proche, voilà. Soyez tendre avec vous-même, pas trop d'implications émotionnelles pour ne pas avoir à composer avec de la rage meurtrière. Juste quelqu'un que voilà, vous n'appréciez pas cette personne. La première personne qui vous viendra à l'esprit, ça peut être un voisin déplaisant. Je vous laisse un peu de temps parce que parfois il en faut un peu plus. Qui n'a pas encore trouvé? Levez discrètement la main. Ok. Pour cette personne-là, on va d'abord formuler une phrase. Ça nous aidera un peu, qui correspondrait à ce qu'on est d'accord de lui souhaiter, ce qu'on peut assumer de lui souhaiter. Alors, qu'est-ce que vous auriez envie de souhaiter à cette personne et pas non plus une phrase passive-agressive, genre je te souhaite d'être en paix avec ta colère et ta mesquinerie. Ça, c'est pas vraiment de la bienveillance. Quelque chose que vous êtes d'accord de lui souhaiter et qui soit véritablement bienveillant. Ok. Et on va faire la même chose. On pense d'abord à cette personne et ça va vous aider de l'imaginer dans un contexte neutre, euh, qui ne vous fera pas penser à ce qu'elle peut avoir de déplaisant. Donc elle est en train de cuisiner, elle est en train de marcher dans la forêt, quelque chose de détaché de vos interactions avec elle. Et en ayant cette personne à l'esprit, en lui adressant silencieusement une intention bienveillante, en lui souhaitant du bien silencieusement. En lui adressant maintenant votre phrase de bienveillance, et à nouveau une intention silencieuse. Et la phrase de bienveillance. Et l'intention.
Qui a observé qu'il y avait nettement moins de contenu émotionnel pour cette personne-là? Okay. Pour qui il y avait un contenu émotionnel carrément, franchement négatif, bien qu'en lui souhaitant du bien? Ok, so-so. Limite. Pour qui est-ce que parce qu'il y a eu d'abord l'intention silencieuse, ensuite la phrase, ensuite re-intention silencieuse. Pour qui d'avoir prononcé la phrase a donné un petit peu plus de force à la deuxième fois où vous avez eu l'intention silencieuse? D'avoir prononcé les mots d'abord. Ok. On a un peu plus besoin probablement de sculpter une phrase. L'utilité de la phrase s'impose plus quand c'est une personne difficile. Pour donner une forme à notre bienveillance qui est un peu timide si on trouve pas les mots. Donc là, vous avez fait l'expérience de l'existence d'une intention bienveillante sans ou avec peu de connotation émotionnelle. J'imagine que malgré tout, pour vous, ça correspondait à quelque chose, à une réalité, cette attitude silencieuse. Il n'y avait pas rien du tout, il y avait quelque chose. Pour qui il n'y avait rien du tout, éventuellement. Ok. Donc, on peut avoir l'attitude sans l'émotion, ou les deux. Et on peut avoir les mots ou pas les mots. L'attitude est le centre de ce qu'on fait. Qu'est-ce qui peut contribuer à ce qui compose notre objet de méditation? Parce que c'est un contenu plus riche que pour les autres méditations de pleine conscience qui sont très sobres. Il y a la phrase, donc la phrase a de l'importance, c'est pour ça qu'on essaie d'en formuler une qui marche bien. Il y a l'attitude, qui est le point central. Il y a les syllabes qu'on prononce, qui sont ce qui nous garde un peu éveillés et actifs, le fait qu'il y ait qu'on prononce quelque chose, hein, comme un mantra, ça stimule la concentration. Il y a souvent l'image de la personne qui joue un rôle, qui soutient aussi notre attention et qui fait partie de l'objet de méditation. Et pour les personnes plus visuelles, parfois de vraiment se représenter la personne assise en face de vous quand vous méditez, ça peut aider à porter cette pratique-là. En tout cas dans ma compréhension des choses, hein, comme d'habitude, le spécialiste des religions orientales qui s'arrachait déjà les cheveux en m'écoutant hier peut continuer à le faire ce soir. Mais dans ma compréhension des choses, en fait, dans les plus anciens textes bouddhistes, si on se réfère vraiment à l'origine de cette pratique, il s'agissait surtout de rayonner de la bienveillance dans toutes les directions. Donc c'était une attitude, éventuellement accompagnée d'une émotion, et une notion spatiale, et même en fait successivement dans cette direction, dans celle-là, dans celle-là, dans celle-là, dans celle-là, dans celle-là, et dans toutes les directions pour finir. Et c'est plus tard qu'on a ajouté l'idée de phrase à répéter. Et dans la transition vers la pleine conscience laïque, on a gardé cette notion de phrase, mais je pense que c'est pas le centre. C'est vraiment l'attitude qui est le centre. Donc si par moment la phrase, elle vous encombre, lâchez la phrase. Restez juste avec l'attitude. La bienveillance, traditionnellement, passe des personnes proches aux personnes vraiment pas proches. Ça renvoie au fait que c'est pas une bienveillance qui dépend de la qualité de nos relations, c'est vraiment un état qui est indépendant, celui qu'on cultive qui est indépendant de la qualité de la relation. Évidemment, émotionnellement, ce sera différent, mais la qualité de bienveillance est la même. Donc il n'y a pas de discrimination. Et on accepte que ce sera émotionnellement différent. Avec les personnes difficiles, ça aide
de les imaginer. Alors dans la vie quotidienne, ça je vous avais proposé, parfois si c'est vraiment quelqu'un de compliqué, d'imaginer cette personne enfant, en situation de vulnérabilité et de relative innocence. Ça peut ouvrir un petit peu notre capacité à lui adresser de la bienveillance. Et, alors au-delà du fait que c'est une pratique méditative en elle-même qui fabrique du calme, etc., ça peut vraiment avoir un impact relationnel. Et j'ai souvent raconté cette expérience que j'avais eue avec une personne difficile, vraiment de ces personnes difficiles, où je m'étais toujours dit, pas celle-là en fait, je vais prendre quelqu'un d'autre. Et je l'ai un jour timidement ajouté comme personne difficile, et c'était pas terrible, il n'y avait pas beaucoup de cœur, mais je l'ai fait, j'ai fait le job. J'ai dit je te souhaite virgule, mais bon. Et très spontanément, c'était pas une démarche réfléchie, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça joli en fait. Quelques temps plus tard, maintenant je sais plus si c'était des semaines ou des mois, mais c'était un bon moment plus tard, j'ai invité la même personne dans la catégorie de la personne neutre. Ce qui est normalement pas ce qui se fait. La personne neutre, c'est le voisin qu'on connaît de vue, mais dont on connaît rien de la vie. C'est plutôt quelqu'un qu'on connaît mal. Mais j'étais pas prêt à la mettre ailleurs. Et en même temps, je sentais pas de la laisser dans la case de la personne difficile. Il y avait une espèce d'attendrissement qui m'autorisait à lui accorder le statut de neutre. Et je lui ai adressé la bienveillance. C'était pas non plus terrible, je dois dire, mais voilà, je l'ai fait et il y avait ce petit changement symbolique. Et quelques temps plus tard, spontanément, je l'ai mise dans la catégorie des personnes proches, la personne proche, facile, et tout à fait sincèrement. Ça m'est venu, mais en fait, mais bien sûr, en fait, elle a sa place là. Et en fait, alors que c'est très vieux, je suis ému en reparlant, donc c'est dire à quel point ça a marché en fait. Il y a vraiment eu un changement intérieur qui démarre par quelque chose d'un peu artificiel et qui débouche sur quelque chose de complètement sincère. Et ça a changé ma relation avec cette personne dans la vraie vie. Donc, j'ai trouvé ça génial et ça m'est pas arrivé de nouveau depuis avec d'autres, mais c'est quelque chose à quoi vous pouvez juste penser, jouer avec cette idée que c'est quand même hyper sécurisant. Si vous avez des gens difficiles, vous pouvez, dans la sécurité de votre bulle méditative, vous n'avez pas besoin de leur parler, vous pouvez prendre la température. Est-ce que je peux souhaiter du bien à cette personne et faire un travail tout intérieur. Et quand le travail évolue, ben, tout à coup, dans la vraie vie, sans avoir fait de thérapie collective, ben, vous changez votre relation avec cette personne. C'est très bien que ce soit possible. Dans le même registre, il y a la méditation du pardon, mais peut-être que j'en parlerai un autre jour. Dans les variations de la bienveillance, il y a la compassion, que j'avais appelée la grande sœur un peu sérieuse de la bienveillance. Et la compassion, je rappelle que c'est le mariage de deux états d'esprit, un mouvement d'empathie, on est touché par la souffrance de quelqu'un, et une envie que ça s'arrange. Il faut les deux. Et je regrette toujours que ce soit un mot un peu connoté, parce que c'est une émotion humaine très simple, très importante, et je ne crois pas qu'il y ait un autre mot en fait qui décrive précisément ça. Je pense que c'est le meilleur mot, mais en tout cas dans la culture francophone, il me semble que on l'utilise plus librement chez les anglophones.
Mais compassion, c'est très lourd chez nous. C'est très connoté religion. Et ça ne devrait pas l'être. Et je trouve que c'est dommage parce que si on n'a pas le vocabulaire, on perd un peu de l'accès à l'état d'esprit aussi, en fait. Si on a chagrin, pitié, mais pas compassion, notre répertoire est plus pauvre. Parce que c'est un état d'esprit qui est beaucoup plus intéressant que toutes les alternatives. Si vous êtes en présence de la souffrance de quelqu'un, vous pouvez ressentir de la colère parce qu'il y a un responsable ou il y a une injustice, de la tristesse, de la honte, honte de ne rien faire ou honte que vous ayez de la chance, par exemple, et que cette personne n'en ait pas, culpabilité, alors encore plus, indifférence, et c'est toujours un état d'esprit qui choque dans la liste, mais en fait c'est hyper courant, l'indifférence face à la souffrance d'autrui, parce qu'on se protège en fait, on a peur d'être submergé justement par la tristesse, par la culpabilité, et du coup, et ils sont plutôt désagréables ces états-là, et ils ne nous aident pas à faire quoi que ce soit d'utile pour la personne qui souffre. C'est pas des précurseurs à l'action. La colère éventuellement, mais ça nous pousse pas à aider la personne, ça nous pousse éventuellement à aller casser la gueule à quelqu'un. C'est pas directement centré sur sa souffrance. La culpabilité éventuellement, ça peut être un moteur à l'action, mais la culpabilité, il y a le piège que c'est une émotion très égoïste en fait, égocentrée. Mais on se sent mal. Du coup, si on se sent mal, on est occupé par le fait qu'on se sente mal et on perd notre contact avec ce que la personne en face de nous est en train de ressentir. Alors que la compassion, on ne le perd pas du tout. Et comme on est en train de souhaiter que ça s'arrange, c'est le précurseur parfait pour l'action. On est amené à se demander qu'est-ce que je peux faire. Et la compassion, parce qu'elle n'est pas désagréable, parce qu'en fait, quand on est en état de compassion, on n'est pas en train de se faire du mal, ça permet d'accueillir la souffrance de quelqu'un, de justement pas avoir besoin de l'indifférence pour se protéger, parce qu'on n'a pas besoin de se protéger, parce qu'autant la tristesse, la honte, la culpabilité, la colère, ça nous fait pas forcément du bien en réaction à quelqu'un qui souffre, autant la compassion, ça nous touche, ça peut nous bouleverser, mais on se fait pas du mal. C'est pas un état d'esprit qui nous fait du mal. Et donc, petit exercice de compassion. Tout petit. Simplement pour aussi faire ce travail intéressant de formulation d'une intention de compassion. Vous pouvez d'abord penser à quelqu'un pour qui ça ne va pas très fort et pour qui vous aimeriez que ça aille mieux, simplement. La première personne. Et là aussi, ayez conscience de vos limites émotionnelles. Choisissez quelqu'un dont la situation vous touche, mais pas trop pour ce que vous êtes capable de prendre maintenant. J'imagine que tout le monde a quelqu'un, sinon vous pouvez lever la main. Je vous laisse encore un peu de temps. Ok. Et en ayant cette personne à l'esprit, laissant d'abord cette compassion s'exprimer silencieusement, c'est-à-dire l'expression de « je sais que ce que tu vis est difficile et je te souhaite vraiment que ça s'arrange », sans d'autre précision que ça, juste cette attitude.
silencieusement. Et en formulant une phrase de compassion qui correspond à cette intention-là, mais en évitant deux choses. D'abord, il faut choisir une phrase que vous puissiez aussi utiliser pour d'autres personnes et peut-être même pour vous-même, donc une formulation qui ne soit pas uniquement ciblée sur cette personne, même si elle est inspirée par cette personne. Et une compassion qui respecte le principe de réalité. Donc, si vous souhaitez quelque chose qui ne peut pas se produire, ça ne marchera pas. Il faut souhaiter quelque chose qui peut se produire dans la vie de cette personne. Et souvent, c'est un mieux-être émotionnel, par exemple, quelle que soit la situation. En formulant une intention de compassion. En adressant cette intention, et en laissant à nouveau l'intention de compassion s'exprimer dans le silence. Ok. Vous avez senti la différence avec l'intention de bienveillance? Quelque chose, une tonalité plus grave, une émotion qui est différente s'il y avait une émotion qui était présente. Peut-être même que vous aurez, je vais vous poser la question, je ne sais pas qui a senti ça, que vous aurez remarqué une différence physique presque dans votre posture ou dans l'orientation de votre visage ou dans ce que vous faites avec vos yeux. Pour qui il y avait une différence de posturale pratiquement? Ok. Ça marche. Donc, la compassion, ça ne nous fait aucun mal, mais ça peut nous faire pleurer un peu. Et c'est à avoir à l'esprit, quand on y passe du temps, c'est que c'est une émotion, si on n'a pas que l'attitude, mais si on a l'émotion, qui est intense et prenante. Mais je pense que vous sentirez, vous apprécierez que pour autant vous n'êtes pas en train, et même physiquement pas en train, de vous nuire. C'est toute la différence d'ailleurs entre des larmes qui soulagent ou qui expriment quelque chose de vrai et qu'on sent physiquement comme quelque chose de nécessaire, et des larmes qu'on subit quand on est pris dans une rumination ou dans un désespoir. Donc c'est une émotion qui peut être forte, mais c'est pas parce qu'elle est forte et c'est pas parce qu'elle nous fait pleurer qu'elle a cette toxicité
que d'autres larmes et d'autres émotions fortes peuvent avoir. Et je pense que c'est hyper important de le remarquer. Et même si ça paraît très technique de se préoccuper comme ça de cette émotion, encore une fois, il y a quelque chose de très important derrière ce que je vous dis là, qui est d'apprivoiser une émotion comme celle-ci, qui est adéquate et qu'on peut, à tort, empêcher de s'exprimer parce qu'on est habitué à une intensité et des larmes qui nous font pas du bien et qu'on laisserait pas une émotion de compassion sortir parce qu'on a pris l'habitude de ne pas laisser sortir d'autres émotions qui lui ressemblent mais qui ne sont pas elles. Et si on se familiarise avec la compassion dans la méditation, et c'est toujours un des bénéfices aussi pour la bienveillance, dans la vie quotidienne, on facilite notre capacité à la sentir et à la laisser émerger quand elle est appropriée. Donc, on renforce des canaux, on creuse des sillons en méditant sur la compassion, en méditant sur la bienveillance, qui font que ça va se manifester plus volontiers dans les moments où où ça peut se manifester, qu'on va le sentir mieux, plus souvent, et qu'on va l'apprécier en comprenant à quoi ça correspond et ce que ça nous fait vraiment. Et la joie partagée. La Mitfreude. Qui sonne quand même mieux et l'un et l'autre que joie empathique. Joie partagée, c'est ma solution de compromis. C'est pas mal, c'est français, ça tient la route. Alors, fermant les yeux et explorant un petit peu la joie partagée, juste, c'est tellement facile. Pensez à quelqu'un qui, quand cette personne rit, sourit, vous donne envie de rire, de sourire. Et imaginez cette personne en train de rire, en train de sourire. Souvent, c'est des personnes avec une dimension enfantine ou des enfants. Et maintenant, imaginez un petit chat qui court après une pelote de laine, plein d'excitation, qui se casse la figure à moitié, qui se retourne sur lui-même, qui louche. Et imaginez une des poules qui est toute contente d'avoir trouvé quelque chose par terre et qui picore pour essayer de l'attraper. Et vous voyez qu'elle est contente à sa manière d'être sur le point de trouver une pépite. Voilà. C'est sympa, hein? La joie partagée, c'est aussi, et en tant que citoyen suisse, ça va beaucoup me manquer, chaque grand chelem de Federer. Cette espèce de grand sensible pleure comme une madeleine, et où il y a toute la Suisse qui a un moment de joie partagée en le voyant. La télévision sait qu'en fait, c'est une des rares émotions pas toxiques qui peut faire de l'audience,
Et c'est pour ça qu'elle a inventé The Voice. Et le moment où un des juges appuie sur son bouton et qu'il y a le visage qui s'illumine de la personne en train de chanter, c'est la seule raison pour laquelle les gens regardent The Voice. D'ailleurs, après l'audition à l'aveugle, ils regardent moins. Parce que c'est un peu moins, il y a un peu moins de l'aspect dramatique de ce moment où les gens tapent. Donc, c'est une émotion, et la langue française est tellement pathétique qu'elle n'a pas de mots pour elle. On a envie, jalousie, on n'a pas joie partagée. Et encore une fois, comme la compassion, si on n'a pas un mot pour une chose qui existe, la chose existe un petit peu moins, même si elle existe quand même. Donc c'est dommage, parce que au moins la langue allemande, elle a un mot quand même qui désigne exactement ça. Et dans les langues indiennes de l'époque bouddhiste, il y avait le mot mudita en langue pali, qui correspond à la joie partagée. Donc c'est la satisfaction, le plaisir qu'on a à voir quelqu'un d'autre avoir du plaisir. Et ça peut être aussi la satisfaction qu'on a en pensant au succès de quelqu'un, à la réussite, aux joies, au bonheur, etc. C'est une des émotions les plus saines qu'on puisse imaginer. Il n'y a pas de limite à la quantité qu'on peut avoir. D'ailleurs, dans les textes bouddhistes, je crois que c'était une observation de Monsieur Bouddha lui-même qui disait « Ces états-là, la bienveillance, la compassion, la joie partagée, en expérimentant, je pouvais rester des heures dedans sans déceler un problème avec ces états. » Parce que souvent, c'était cette époque de recherche où il triait un petit peu ce que les différents états émotionnels apportaient. Et là, si on passe 8 heures dans la joie partagée, 8 heures dans la compassion, 8 heures dans la bienveillance, il se passe rien de pas bon en fait. Et pas non plus des choses comme la paresse, la complaisance, l'envie de trucs qui vont pas nous rendre vraiment heureux. C'est vraiment des états qui sont complètement favorables au bien-être psychique, à la santé mentale. Donc, essayons un peu de joie empathique. Vous pouvez changer de position si vos jambes sont fatiguées. Pour tous ces états qui nous font du bien, quand on a mal partout, ça marche moins bien. Donc, voilà. Vous pouvez vous allonger aussi, comme ce ne sera pas long. Et en évoquant cette personne pour qui il vous est facile de vous réjouir de son bonheur, de vivre son bonheur par procuration, de lui souhaiter qu'il continue. À qui est-ce que vous pensez? Et laissant cette personne occuper votre attention. Et évidemment, en l'imaginant souriante, ça vous aidera peut-être, ça vous mettra sur la bonne piste. Qu'est-ce que vous avez envie de lui souhaiter? Et ça peut vraiment être « je te souhaite de profiter de tes bonheurs, j'aime te voir heureux,
ton bonheur me fait plaisir. Il y a pas mal de liberté, pas forcément besoin de commencer par je souhaite. Quelle est la phrase qui exprime le mieux votre intention que cette personne continue d'être heureuse, votre plaisir à la voir heureuse? Quels sont les mots qui vous viennent? Et en lui adressant cette intention silencieusement, juste l'intention, sans les mots. Et en adressant la phrase, et juste l'intention. Alors, je ne vais pas vous gâcher votre joie partagée, mais les personnes difficiles, coriaces, ça peut marcher de les imaginer dans un moment où elles sont heureuses. Et de prendre la direction joie partagée plutôt que bienveillance. Et évidemment, ce qui marche parfois encore mieux, c'est de les imaginer dans une situation dans ce qu'elles peuvent rencontrer de difficile, puis de faire marcher la compassion. Parce que la compassion est plus facile aussi souvent que la bienveillance. Je voulais pas le faire maintenant, je sentais que c'était un moment plaisant, on n'allait pas tout à coup mettre quelqu'un de difficile là-dedans. On est d'accord que c'est un état d'esprit sain, qu'il faudrait qu'on gagnerait à cultiver un peu plus et à enseigner aux écoliers quand même. Alors, quelques problèmes avec ces attitudes. Parfois, elles attirent le reposé. Et c'est comme un aimant. On lâche une phrase de bienveillance et il y a des trucs négatifs qui nous arrivent. Et il y a plein de raisons à ça. Hein. Ça peut être presque une espèce de superstition intérieure, puisqu'on souhaite quelque chose de bien, il ne faudrait pas souhaiter quelque chose de mal. Enfin, parfois, il y a ces espèces de mécanismes où il y a des perturbations de cet ordre-là qui se produisent, mais c'est quelque chose qui est observé assez souvent, ou des jugements sur soi qui nous viennent tout en souhaitant du bien à soi-même ou à quelqu'un d'autre. Tout ça peut arriver et ça fait partie de, de ce qui a souvent été remarqué. Donc, on normalise, c'est normal. On note qu'il y a quelque chose d'opposé à la bienveillance qui est apparu. On retourne à notre bienveillance. On traite ça comme une distraction sans intérêt particulier, puisque c'est ce que c'est. Il n'y a pas besoin de le psychanalyser ou de l'interpréter. Juste revenir à la bienveillance. Parfois, je pense qu'on n'en est plus vraiment là, mais il y a des personnes qui ont l'impression que c'est superficiel, que c'est pas sincère. Et c'est pas absolument faux. Par moments, on peut être en bienveillance sans l'émotion, donc il n'y a que l'attitude, donc on n'est pas. C'est pas un état qui, par définition, c'est pas un état spontané, donc il n'est pas sincère, mais en même temps, c'est un peu idiot, parce que il vaut mieux de la bienveillance
pas sincère que de la malveillance super sincère. La sincérité, elle est un peu surfaite, quoi, en fait. C'est pas fondamental. Être bienveillant et même de façon un peu factice, c'est mieux que d'être sincère dans l'autre direction, ou même dans l'indifférence. Dans une retraite, vous pouvez vous amuser, ça vous est sûrement déjà arrivé spontanément, à avoir de la bienveillance informelle, donc des petits éclats de bienveillance pour les personnes autour de vous, pour les animaux sont des cibles aussi pour votre bienveillance. Donc, que ça prenne la forme d'une phrase que vous prononcez ou juste d'un mouvement du cœur, d'un petit... Vous regardez l'animal passer, puis vous avez un petit « toi je t'aime bien, je te souhaite du bien ». Ça fait du bien. Hein. De nouveau, on n'a jamais assez. C'est généralement du temps mieux utilisé que à peu près toutes les alternatives. Donc. Sauf la méditation marcher, si vous êtes en train de marcher. C'est encore mieux de rester concentré sur votre marche. Et parfois, on a des moments, ça m'est arrivé, où on a de la bienveillance pour les portes, pour les tasses de café, pour... c'est pas grave, c'est pas une décompensation psychotique. Ça déborde un peu, et puis ça vous rend plus attentif, les gonds souffrent moins, voilà, les objets sont mieux traités, c'est pas plus mal. Rappelez-vous quand même qu'ils ne sont pas vivants et ne commencez pas à leur parler, et tout ira bien. Les bénéfices traditionnels de la bienveillance, et c'est pas mal en fait, j'aime bien parce que on peut lire superficiellement cette liste en se disant bah voilà, c'est un truc un peu religieux de l'époque, mais en fait ça me paraît tout à fait pragmatique et réaliste. En pratiquant la méditation de bienveillance et ses voisines, vous dormirez facilement. Vous vous réveillerez facilement le matin. Vous aurez des rêves agréables. Les gens vous aimeront. Les animaux vous aimeront. Les dangers extérieurs, comme les poisons, les armes et le feu, ne vous blesseront pas. Votre visage sera rayonnant, votre esprit sera serein. Et en fait, tout est à peu près réaliste. Parce que, évidemment, mieux dormir, se réveiller le matin avec la banane, faire des jolis rêves si on s'est mis en condition avant. Sûrement que les gens nous aiment, évidemment, plus les animaux qui sentent de la bienveillance, ils ne sentent pas de la peur ou autre chose, donc ils nous apprécieront aussi. Le visage rayonnant, ça va de soi, l'esprit serein aussi. Il y a ce truc, les dangers extérieurs comme les poisons, les armes, le feu ne vous blesseront pas. Et là, je pense qu'il faut pas sous-estimer la subtilité de l'époque. Quelqu'un qui cultive de la bienveillance à donf sera une personne gentille. Les gens gentils, on n'a aucune espèce de raison de les trucider avec du poison, des armes ou de mettre le feu à leur maison. Donc ils sont à l'abri des armes, du feu et du poison. Moi je le comprends comme ça. Et en fait ça me paraît assez logique. Je pense même pas que l'idée de départ à l'époque, malgré la part de métaphysique, de superstition qui sont dans les suttas bouddhistes, je suis même pas sûr que ça ait désigné autre chose que ça. Que pragmatiquement, on n'a pas d'ennui avec les autres. Alors, juste regarder l'heure qu'il est. Ouais, il est super tard. Et on a déjà fait un peu la dose de bienveillance. Donc, est-ce que je vous libère de la partie officielle de la journée, et que c'est la partie optionnelle qui commence, et je vous souhaite de dormir facilement, de vous réveiller facilement, d'avoir des rêves agréables, que les gens vous aiment, que les animaux vous aiment, que les dangers extérieurs vous évitent, que votre visage soit rayonnant, que votre esprit soit serein.